Comment vendre sa maison à Pignan sans agence? Bonjour les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Mickaël Deveza, conseiller en immobilier sur le secteur de Pignan et ses alentours. Quand il s'agit de vendre son logement, on veut vendre au bon prix, rapidement et en toute sécurité. Je dirais que ce sont là les 3 critères d'une vente réussie. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vendre sa maison sur Pignan ou n'importe où en France d'ailleurs, parce que c'est applicable de partout dans la France, sans passer par un professionnel de l'immobilier. Après tout, c'est vrai quoi. Si moi je peux le faire, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas le faire non plus quoi. Alors pour ceux qui ont l'habitude de voir toutes mes vidéos, je vous préviens d'avance, cette vidéo va être quand même plus longue que d'habitude, mais en même temps c'est normal. Si vous voulez avoir toutes les clés pour arriver à vendre par vous-même, il va falloir que je vous en dise des choses. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que j'ai créé un e-book. Cet e-book, je l'ai justement conçu dans la même thématique, peut-être même de manière encore plus approfondie car on parle là de près de 30 pages. Cet e-book, je l'ai justement conçu, écrit pour vous aider à vendre par vos propres moyens. Cet e-book vous est totalement offert. Pour pouvoir en profiter, vous avez juste à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que je vous explique comment y accéder. Donc déjà, avant de commencer, laissez-moi vous parler statistiques. Donc il faut savoir que selon un article qui est paru par le magazine Figaro, qui lui-même se basait sur une étude des grandes notaires de France, sur 100 vendeurs ayant choisi de passer de particulier à particulier, 28 sont arrivés à leur fin. On va donc voir ensemble aujourd'hui comment maximiser vos chances afin que vous aussi, vous puissiez faire partie de ces 28% de la population. Étape numéro 1. L'estimation. Certainement l'une des étapes les plus importantes, mais pour autant pas la plus simple. Mais pourquoi, me direz-vous? Pas la plus simple, tout simplement car en tant que particulier, vous y avez des souvenirs dans ce logement. Parce que tout simplement, vous y avez vu vos enfants ou vos petits-enfants grandir dans cette maison, ou tout simplement encore, vous y avez mis du cœur à l'ouvrage pour que ça devienne votre cocon, votre nid douillet. Il va donc falloir prendre du recul sur tout ça pour arriver à fixer le juste prix de vente. Et pourquoi la plus importante? Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, les acheteurs se trouvent tous sur Internet. Et donc, de ce fait, ils ont accès à l'information très rapidement. Ils ont donc accès à toutes les annonces qui peuvent sortir en ligne et donc de ce fait, pouvoir très facilement comparer votre bien avec le prix, avec celui des personnes qui mettent en vente en même temps ou sur des biens similaires. Ce qui veut donc dire qu'avec un prix trop bas, en toute logique, vous allez perdre de l'argent, je vous apprends rien. Mais à l'inverse, avec un prix beaucoup trop haut, vous n'allez avoir aucune visite ou alors très peu. Et donc à long terme, vous allez griller votre bien. C'est-à-dire que dans la tête des gens, à force de le voir, revoir et re-revoir, ils vont se dire que si ce bien-là n'est pas vendu, c'est très certainement qu'il y a un problème. Et c'est la même chose pour les baisses de prix à répétition. Dites-vous bien que quelqu'un qui recherche de manière assidue regarde quand même régulièrement, des fois certains plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour, vraiment des fois. Et donc de ce fait, s'ils voient régulièrement la même annonce, la même maison ou appartement qui est régulièrement baissé en termes de prix, il va y avoir le même impact chez eux. Ils vont soit se dire que si vous baissez autant, c'est que vous n'arrivez pas à vendre. Et donc en toute logique, si vous n'arrivez pas à vendre, c'est qu'il y a un souci. Donc ils n'ont pas envie de perdre de temps à aller visiter votre maison. Ou alors ils vont se dire quoi? Ils vont se dire que si ce propriétaire baisse aussi souvent et rapidement son prix de vente, c'est qu'il est quand même vachement ouvert à la négociation. Donc tu sais quoi, je vais y aller et je vais quand même bien casser le prix du bien. Alors du coup, comment faire, me direz-vous, pour avoir une bonne estimation dès le départ? Il y a 2 solutions. Première solution, faire appel à l'une des nombreuses solutions en ligne. Pratique et rapide, certes, mais pas fiable à 100%. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que ces plateformes fonctionnent à partir d'un algorithme. Cet algorithme se base sur les dernières ventes et les dernières estimations effectuées sur votre secteur et ils vont regrouper ces informations. Mais le problème lié au fait que ce soit qu'un algorithme et donc une machine, qu'un ordinateur qui fasse ce prix-là, c'est qu'il ne pourra pas prendre en compte l'absence de vis-à-vis, la belle luminosité, la belle vue sur votre terrasse, la qualité des rénovations. Cet algorithme va vous prendre des données à tel endroit, tel mètre carré, j'ai estimé déjà auparavant tel bien, ou alors je sais qu'il y a tel bien qui s'est vendu à tel prix. Ok, soit, mais on ne sait pas tout, on n'a pas toutes les données. Tant de données qu'en réalité, un algorithme, un appareil informatique ne pourra pas voir de ses yeux.
D'où le fait que vous vous retrouverez toujours avec une fourchette de prix extrêmement large parce qu'ils ne peuvent pas se tromper, donc ils préfèrent donner une fourchette de prix extrêmement large. À vous alors par la suite à faire vos recherches avec les biens comparables actuellement sur le secteur ainsi que les biens qui se sont vendus. Et vous pourrez alors réajuster le prix pour être au maximum le plus près possible du prix du marché actuel. Solution numéro 2, faire appel à un professionnel de l'immobilier. Et oui, il ne faut pas oublier qu'un professionnel de l'immobilier, c'est son métier. Il visite, estime et vend des appartements ou des maisons sur votre secteur tous les jours, toute la journée. Et quand on sait que les estimations sont dans 90% des cas offertes et sans engagement aucun, j'ai envie de vous dire, ma foi, pourquoi s'en priver? Et petit conseil d'amis, moi je vous conseillerais de faire 2 estimations. Étape numéro 2, réaliser les diagnostics obligatoires. Il faut savoir que même si auparavant ces diagnostics n'étaient obligatoires que lors du passage chez le notaire, depuis quelques mois maintenant, ils sont obligatoires dès la mise en vente du bien sur Internet. Les résultats doivent donc apparaître clairement sur votre annonce sous peine d'une amende allant jusqu'à 1 500 € pour un particulier. Et pour les petits malins qui voudraient mettre de fausses informations pour éviter de payer les diagnostics en amont, sachez que s'il s'en rend compte, l'acheteur pourra alors soit vous attaquer pour dommages et intérêts, soit faire tout simplement annuler la vente car on l'aura trompé, faussé et il ne veut pas acheter un bien on lui a caché des informations dès le départ. Étape numéro 3, préparer la mise en ligne de votre annonce. Dites-vous bien qu'une bonne préparation va naturellement attirer plus de potentiels visiteurs et donc de potentiels acheteurs. Pour cette étape alors, il vous faudra rédiger un joli texte ainsi que de jolies photos. Concernant le texte d'annonce, n'en dites pas trop, ne rentrez pas trop dans les détails. Inutile non plus d'annoncer la superficie de chacune des pièces, s'il vous plaît. L'objectif ici est de susciter l'intérêt, de faire rêver, mais tout en restant honnête. Objectif final de ce texte, générer du contact pour donner aux potentiels visiteurs envie de visiter votre maison en priorité. Alors laissez libre cours à votre imagination, utilisez votre plus belle plume et lancez-vous. Concernant les photos, comprenez bien une chose. Mettez-vous 2 minutes, peut-être que vous y êtes d'ailleurs, mettez-vous à la place de la personne qui est en recherche pour acheter. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rend sur sa tablette, son smartphone, son ordinateur, peu importe. Il arrive sur les différents portails internet tels que Le Bon Coin, Se Loger ou bien ici. Et quand il fait défiler les annonces, il voit ces petites photos qui défilent les unes après les autres. Il faut donc comprendre que vos photos, votre annonce va être noyée au milieu de ce flux d'annonces. Il faut donc donner envie à cet internaute de cliquer sur votre annonce à vous. Il faudra donc mettre le paquet. Je vais vous donner 3 petits tips. Le téléphone toujours à l'horizontale en format paysage, c'est-à-dire rectangulaire devant vous et non pas droit comme quand vous l'avez dans la main initialement. Téléphone à l'horizontale, on fait attention au rangement normal. On fait attention à la luminosité, mais surtout également à ne pas être à contre-jour. Sachez qu'en règle générale, vous aurez le droit à 3 photos par site internet, voire plus si vous payez un supplément. Faites donc en sorte avec ces photos de mettre en avant votre logement. Encore une fois, l'objectif ici est de susciter l'intérêt, de donner envie aux gens de rapidement visiter votre maison avant qu'elle ne soit plus disponible et qu'elle soit achetée par quelqu'un d'autre. Étape numéro 4. Préparez le dossier de vente. Imaginez un peu la situation. Suite au grand nombre de visites que vous avez dû effectuer, vous avez enfin quelqu'un qui porte de l'intérêt à votre logement. Enfin quelqu'un qui a l'air en tout cas vraiment très intéressé. Et avant de se décider, en toute logique, il va avoir besoin d'informations complémentaires. C'est normal. On ne parle pas là d'acheter une baguette de pain. On parle quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il va donc vous demander toutes les informations complémentaires, comme par exemple s'il s'agit d'un appartement ou d'un bien en copropriété, toutes les informations relatives à la copropriété. S'il s'agit d'une maison au lotissement, il va peut-être vous demander le cahier des charges du lotissement ou alors les différentes garanties décennales, que sais-je encore. Sauf que si vous n'aviez pas prévu avant la mise en annonce de préparer un dossier avec tous ces éléments, vous allez devoir les chercher. Peut-être que certains, vous les aurez perdus, donc il va falloir que vous ayez à la pêche aux infos auprès de différents services administratifs pour arriver à les récupérer. Parfois, c'est des démarches qui peuvent être très longues. Vous prenez donc le risque que ce potentiel acheteur qui était intéressé, parce que vous comprenez bien qu'il ne va pas
passer à côté d'une potentielle bonne opportunité. Donc, en attendant que vous lui remettiez tous ces documents, il va continuer à regarder les sites d'annonces, qu'on soit bien d'accord. Vous prenez donc le risque qu'il tombe sur une autre annonce qui est similaire à la vôtre, peut-être un chouïa moins bien que la vôtre. En revanche, quand il va visiter, lui, le propriétaire, il aura déjà tous les documents à lui fournir. Et auquel cas, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'empresser d'aller vers la maison où il sait qu'il peut acheter maintenant tout de suite. Voilà pourquoi il est nécessaire et que je vous recommande grandement de préparer ce dossier dans les plus brefs délais et ce, avant même de mettre l'annonce en ligne. Vous rangez ça dans un coin, dans la commode, ce sera à disposition. Au moins, si vous n'avez pas besoin pendant la visite, vous aurez déjà ça de prêt pour aller chez le notaire, vous aurez toujours gagné du temps. Étape numéro 5, et c'est là que ça commence à être rigolo, la gestion des appels entrants. Alors à part si vous aimez faire visiter votre maison pour rien, et attention, quand je dis visiter, j'entends par là nettoyer, ranger votre maison, vous rendre disponible. Donc je disais, à part si vous aimez faire visiter votre maison pour rien, il va falloir arriver à déterminer, qualifier qui sont les acheteurs sérieux des autres. Savoir si votre logement correspond bien à leurs recherches, savoir si ces visiteurs ne viennent pas juste pour occuper leur week-end ou pour regarder comment vous avez décoré cette jolie maison. Et oui, croyez-moi que ces gens-là, ça existe. Ou encore, savoir si ces gens ne viennent pas juste en repérage pour un éventuel cambriolage. Là encore, ça existe, croyez-moi. Bref, il va falloir faire une vérification accrue de tous ces gens qui vous appellent, de vérifier leur identité ainsi que la concordance avec votre logement. Sans oublier pour autant de vérifier leur mode de financement, leur capacité, la véracité de pouvoir être en condition d'acheter votre logement. Surtout dans les conditions actuelles dans lesquelles je tourne cette vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois d'août 2022. Nous sommes en plein dans la période où les taux d'emprunt ne cessent d'augmenter et où de plus en plus de gens ont du mal à avoir une obtention de prêt. Ça devient primordial, nécessaire de vérifier le financement de chacun des acheteurs. Mais pour en savoir plus sur ce sujet, je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, la vidéo va déjà être assez longue, je vous invite à regarder l'une de mes précédentes vidéos, je traite ce sujet dans 2 vidéos déjà précédentes, je vous invite à la regarder pour en savoir un petit peu plus et comment on fait. Étape numéro 6, faire les visites. Alors à partir de maintenant, je vous le dis tout de suite, il va falloir vous rendre disponible. Certains visiteurs vont vouloir vous mettre un petit peu la pression parce que, vous comprenez, ils n'ont quand même pas envie que cette affaire leur passe sous le nez. Mais dans la plus grande majorité des cas, dites-vous bien que les gens qui achètent, ce sont des gens qui travaillent. Il vous faudra donc vous rendre disponible le soir tard après le travail ou le week-end. Si vous avez envie de vendre rapidement, il va falloir passer par là. Alors si vous êtes retraité et que vous aimez le contact humain, il ne devrait pas trop y avoir de soucis à ce niveau-là, je vous fais confiance. En revanche, si vous travaillez, je suis sûr que vous trouverez une solution. Étape numéro 7. Faire un point sur les visites. Alors cette étape, je vous l'accorde, elle est facultative. Certes, elle n'est pas obligatoire, cependant elle est très importante. Pourquoi importante? Pour savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ces visiteurs ne se sont pas positionnés pour acheter votre maison et pouvoir de ce fait adapter votre stratégie. Soit comprendre que c'est juste que ça ne plaisait pas à ces personnes, soit à terme, si c'est un élément qui revient de manière récurrente à chaque fois, réadapter votre stratégie, voire peut-être pour gommer ce défaut ou alors ajuster le prix de vente pour, encore une fois, ne pas rester beaucoup trop longtemps sur le marché parce qu'un bien qui reste beaucoup trop longtemps sur le marché est un bien qui perd de la valeur. Mais pour avoir ces réponses, il va falloir leur demander quoi. Et pour leur demander, encore faut-il qu'ils vous répondent. Donc c'est là que je vous souhaite bon courage dans la relance de chaque personne qui vient chez vous. Mais encore une fois, si j'arrive à le faire, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire vous non plus. Étape numéro 8, gérer les contre-visites. Alors ce genre de situation est généralement signe que vous êtes sur la bonne voie, c'est bien, c'est cool, félicitations. Bien souvent, le ou les visiteurs initiaux, donc ceux qui sont venus en premier faire la première visite, seront lors de cette contre-visite accompagnés. Attention cependant que ce genre de rendez-vous peut se passer de 2 manières différentes. Hypothèse numéro 1, l'accompagnateur est sous le charme de votre logement, il ne trouve absolument rien à redire, il empresse même, il fait en sorte de dire au visiteur initial de se dépêcher, de se positionner sur votre maison afin qu'elle l'achète rapidement et qu'elle ne lui passe pas sous le nez. Hypothèse numéro 2, l'accompagnateur qui est du genre pointilleux. Vous savez, celui qui n'est jamais content ou celui qui est le bricoleur expert, c'est celui-ci même
qui va profiter pour mettre en avant tous les petits défauts ou les petites choses qui ne vont pas dans votre logement, pour soit dissuader son ami d'acheter votre maison, ou alors utiliser tous ces arguments pour pouvoir fortement négocier à la baisse votre prix de vente. Dans le cas de la seconde hypothèse, il va alors vous falloir faire preuve de discernement, de psychologie, mais surtout user de techniques commerciales. Il va falloir arriver à prendre du recul quant à la situation pour ne pas prendre de manière personnelle toutes ces remarques qui pourraient vous être faites et savoir traiter ces objections de manière constructive tout en restant objectif. Le tout dans le plus grand positivisme pour leur apporter une solution à chaque problématique. Étape numéro 9, étape numéro 9, l'offre d'achat. Arrive enfin le moment de l'offre d'achat. Félicitations, vous y êtes arrivé. S'il vous faut négocier entre vous, je vous fais confiance là-dessus pour arriver à en ressortir gagnant dans vos intérêts personnels. En revanche, sachez que l'acheteur risque de vous imposer certaines conditions. C'est ce que l'on appelle les clauses suspensives. Sachez que ces clauses suspensives que vous aurez acceptées seront écrites noir sur blanc dans le compromis ou la promesse de vente. Conseil d'amis encore une fois, attention donc à ne pas accepter tout et n'importe quoi dans votre intérêt. Étape numéro 10, préparation du compromis de vente avec le notaire. Cette étape ne devrait pas trop vous poser de problème si vous aimez l'attente téléphonique. Une fois que vous aurez réussi enfin à joindre l'étude notariale, vous allez devoir regrouper tous les documents nécessaires, tous les documents et les pièces nécessaires à la préparation du compromis de vente. Toutes les pièces vous concernant vous, toutes les pièces concernant le logement qui est vendu, ainsi que toutes les pièces concernant l'acheteur. Concernant les pièces en rapport avec le logement en lui-même, si vous avez suivi mes étapes, ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Concernant les pièces en rapport avec l'acheteur, je vous rassure, ça n'est pas vous qui allez devoir vous en occuper. L'étude notariale se chargera de relancer régulièrement l'acheteur pour les avoir. Mais inévitablement, cela risque de rallonger le délai car après tout, qui êtes-vous pour relancer régulièrement cet acheteur pour qu'il fournisse ses documents au notaire? Ensuite seulement, il va falloir vous mettre d'accord sur la date de signature. Et là encore, il va falloir s'armer de patience. Mais surtout, faire preuve de persévérance et de conviction pour demander au notaire de trouver une date rapide sous peine de signer dans un mois et demi quoi. Étape numéro 11, suivre l'avancée du dossier chez le notaire. Une fois le compromis de vente signé, sachez que l'acheteur aura un délai légal de 10 jours pendant lesquels il peut se rétracter à tout moment et sans justificatif quelconque. Et tout cela sans pénalité, bien évidemment. C'est donc durant cette période qu'il va vous falloir vous montrer présent et rassurant auprès de votre acheteur pour le rassurer au besoin ou répondre à toutes ces interrogations de dernière minute. Tout ceci, bien évidemment, afin d'éviter les crises de panique de dernière minute et de devoir reprendre tout ce processus de vente dès le départ pour trouver un nouvel acheteur. Et croyez-moi que malheureusement, ça arrive bien plus souvent que l'on peut le croire. Alors, encore un conseil d'amis, je sais il y en a beaucoup, mais le but aujourd'hui, c'est vraiment à travers cette vidéo de vous aider. Donc, je vous donne plein de conseils d'amis. Le conseil d'amis, là, tout de suite, prenez bien soin de votre acheteur. Une fois ce fameux délai des 10 jours passés, il ne vous restera plus que suivre régulièrement l'avancée du dossier auprès du notaire, que ce soit par un échange de mail ou de téléphone. Et éventuellement secouer quelques puces au passage en cas de retard de quelque partie que ce soit. Je vous rassure, vu le grand nombre d'intervenants qui coopèrent lors d'une vente immobilière, il y a peu de risques, ou pas, qu'un grain de sable vienne s'immiscer dans ce grand rouage. Grand rouage qui dure environ 3 mois. Voire plus que ça dépendra de vos négociations, mais c'est à minima quoi. Au pire des cas, si cela arrive, vous aurez juste à traiter ce grain de sable, rien d'alarmant en soi, je suis sûr que ça va bien se passer, juste attention à la pousse inopinée de cheveux blancs. Si toutes ces étapes sont menées à bien et si tout est vérifié et sécurisé en temps et en heure, alors tout devrait bien se passer. En revanche, si vous négligez une ou plusieurs étapes, sachez que votre vente risque de se compliquer, voire de se rallonger plus que de raison.
Et voilà, nous en avons terminé avec toutes les étapes pour vendre votre maison par vous-même. Sachez que d'aventure, bien évidemment que si vous ne vous en sentez pas le courage ou que vous ne vous en sentez pas la force, c'est que la 4e prise, bien évidemment que je me rendrai disponible pour vous aider et vous accompagner dans cette longue étape qui est le processus de vente. Car mine de rien, c'est du boulot quand même. Et voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo. Comme je vous le disais au tout début, je vous ai rédigé un e-book spécialement sur ce sujet, environ une 30aine de pages. Cet e-book vous est offert en libre accès, c'est sans engagement, c'est totalement gratuit. Vous retrouverez le lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir appris quelque chose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Ça me ferait vachement plaisir et ça pourrait m'aider peut-être potentiellement à trouver d'autres sujets pour de prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite une très bonne vente. Respectez bien toutes les étapes et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.